Il m'a dit ces 4 mots un soir de juillet, sans lever les yeux de ce qu'il dessinait, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je m'appelle Françoise, j'ai 84 ans, et j'ai mis 22 ans à comprendre ce que mon petit-fils de 12 ans avait vu en moi ce soir-là, quelque chose que je ne voyais pas moi-même et que personne d'autre ne m'avait jamais dit. Je vais d'abord vous parler de Julien, parce que cette histoire est autant la sienne que la mienne, et parce qu'on ne comprend pas le poids de ces 4 mots sans savoir quel genre d'enfant il était. Julien est né en 1990, le fils de ma fille unique Véronique, et dès ses premières années, il avait cette façon d'observer le monde qui m'avait frappée, une attention aux détails et aux gens qui n'étaient pas ordinaires pour son âge. Il ne parlait pas beaucoup, Julien. Ce n'était pas un enfant qui remplissait les silences par habitude ou par gêne. Il laissait les silences exister, et quand il parlait, ce qu'il disait avait presque toujours une précision qui surprenait, ce type de précision qui vient d'une observation longue et patiente plutôt que d'une réflexion rapide. Il venait passer une semaine chez nous chaque été depuis ses 5 ans, une semaine sans ses parents, juste lui et moi et mon mari Gérard dans notre maison de Bourgogne, et ces semaines-là comptaient pour moi d'une façon que je n'aurais pas su mesurer à l'époque mais que je mesure très clairement maintenant. Il y avait entre nous une complicité particulière, cette complicité qui s'installe parfois entre une grand-mère et un petit enfant et qui n'a rien à voir avec l'indulgence ou la permissivité mais avec quelque chose de plus fondamental, une façon de se voir vraiment l'un l'autre sans les filtres que les relations parents-enfants accumulent inévitablement. L'été de ses 12 ans, 2002, il est venu comme les autres étés. C'était un enfant différent de l'année précédente, ce passage entre l'enfance et autre chose qui commence à s'opérer vers cet âge-là et qui change la façon d'être dans le monde sans qu'on sache encore très bien dans quelle direction. Il était plus silencieux que d'habitude ce séjour-là, ou plutôt son silence avait une texture différente, plus intérieure, plus habitée. Il passait des heures à dessiner, ce qu'il aimait depuis toujours, assis à la table du jardin ou dans le fauteuil du salon, avec ses cahiers et ses crayons, et on le laissait faire parce qu'il était clairement dans quelque chose de bon pour lui. Ce soir de juillet, je revenais de la cuisine avec du thé, il était assis dans le fauteuil avec son cahier de dessin, et sans lever la tête, sans que rien dans la conversation qui avait précédé ait annoncé ce qui allait venir, il a dit simplement, avec cette voix de préadolescent qui n'avait pas encore tout à fait changé: Tu t'oublies trop, mamie. 4 non. Tu t'oublies trop. J'ai posé les tasses sur la table et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a levé les yeux de son cahier, il m'a regardé un moment avec cette façon à lui de regarder qui donnait l'impression qu'il voyait quelque chose de plus que ce que vous montriez, et puis il a dit que quand papa ou maman demandait ce que je voulais, je disais toujours ce que les autres voulaient. Et il a replongé dans son dessin. Sur le moment, j'ai souri. J'ai dit quelque chose comme: oh, tu sais, à mon âge, on n'a plus tellement de grands désirs, et j'ai bu mon thé et la soirée a continué. Gérard est rentré du jardin, on a dîné tous les trois, Julien nous a montré ce qu'il avait dessiné dans la journée, et cette phrase s'est déposée quelque part dans ma mémoire sans que je lui accorde vraiment d'importance. J'avais 62 ans, j'étais à la retraite depuis peu, ma vie me semblait ordonnée et raisonnable et satisfaisante dans ses grandes lignes. Un enfant de 12 ans, aussi perspicace soit-il, ne pouvait pas avoir une lecture plus juste de ma vie que moi. C'est ce que j'ai pensé ce soir-là. Et pendant des années ensuite, c'est ce que j'ai continué à penser, sans y repenser vraiment, sans sortir ces 4 mots du tiroir où je les avais rangés. Je veux vous parler de qui j'étais à 62 ans, parce que c'est là que tout repose. J'avais été professeur de français dans un collège pendant 33 ans, et avant ça j'avais élevé Véronique avec Gérard, et avant ça j'avais fait mes études en choisissant ce qui était raisonnable plutôt que ce que je voulais vraiment, et avant ça encore j'avais grandi dans une famille où les femmes de ma génération apprenaient à mettre leurs désirs en veilleuse par réflexe, pas par contrainte explicite, par quelque chose de plus diffus et de plus profond qui s'installe quand on vous apprend que prendre soin des autres est la forme la plus respectable d'existence féminine. Je ne dis pas ça avec amertume, parce que je n'en ai pas. Ma vie a été bonne et pleine et je ne referai pas les choix fondamentaux différemment. Mais je dis ça parce que Julien avait mis le doigt sur quelque chose de réel que je n'aurais pas su formuler moi-même avec cette concision-là. Depuis toujours, quand on me demandait ce que je voulais, ma réponse naturelle consistait à évaluer d'abord ce que les autres voulaient, ce dont ils avaient besoin, ce qui convenait à l'ensemble, et à proposer ensuite quelque chose qui s'y inscrivait. Ce n'était pas une stratégie consciente. C'était devenu un réflexe tellement ancien que je ne le percevais même plus comme un choix.
Avant de continuer, je voulais vous poser une question sincère parce que je pense que ce que Julien a vu chez moi, beaucoup d'entre vous le reconnaissent peut-être dans leur propre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est peut-être le bon moment de le faire, et un petit pouce en l'air m'aide vraiment à partager cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 4 mots. Si vous pensez qu'un enfant de 12 ans pouvait vraiment comprendre quelque chose d'aussi profond sur quelqu'un, écrivez lucide, et si vous pensez que c'était une phrase dite au hasard dont j'ai cherché le sens après coup, écrivez hasard. Parce que moi-même j'ai longtemps hésité entre les deux. Les années ont passé. Gérard et moi avons vieilli ensemble dans cette maison de Bourgogne, nous avons eu nos habitudes, nos saisons, nos routines douces et prévisibles qui constituent le tissu de la vie à deux quand elle dure depuis longtemps. Julien est devenu adulte, il a fait des études de philosophie, il est devenu professeur à son tour, il s'est marié, il a eu un fils. On se voyait aux grandes occasions familiales, on s'appelait de temps en temps, et entre nous il y avait toujours ce fond de complicité ancienne qui n'avait pas besoin d'être entretenu pour exister. Il ne savait pas, je crois, que sa phrase était encore là, dans ce tiroir de ma mémoire. Je ne lui en avais jamais reparlé. Gérard est décédé en 2015. Il avait 77 ans, une longue maladie qui nous avait laissé le temps de nous préparer sans que la préparation suffise vraiment, comme c'est presque toujours le cas. Et dans les mois qui ont suivi sa mort, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai été confrontée de façon directe et inévitable à la question que Julien m'avait posée sans me la poser, en 2002. Maintenant que j'étais seule, maintenant que ma vie ne s'organisait plus autour de quelqu'un d'autre, maintenant que personne ne me demandait plus chaque matin ce que je voulais faire de la journée parce qu'il n'y avait plus personne pour me le demander, qu'est-ce que je voulais? La réponse n'est pas venue facilement. Ce n'est pas que je n'avais pas de désir ou de préférence. C'est que l'habitude de les formuler, de les prendre au sérieux, de les placer au centre d'une décision plutôt que sur les bords, cette habitude-là était si peu exercée depuis si longtemps qu'elle répondait avec lenteur et maladresse quand on la sollicitait. Julien est venu me voir 2 mois après les funérailles de Gérard. Il est resté un week-end et nous avons parlé plus que nous ne l'avions fait depuis des années, cette façon qu'ont les deuils de remettre les conversations à l'essentiel. Et à un moment, le samedi soir, assis dans le jardin avec nos verres, il m'a demandé ce que j'avais envie de faire maintenant. Pas de façon pragmatique, par un terme de disposition de la maison ou de planning de visite. Il m'a demandé ce que j'avais envie de faire de ma vie maintenant. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai essayé de répondre honnêtement à cette question. J'ai cherché dans moi-même ce qui était là, vraiment là, pas ce qui serait raisonnable ou acceptable ou convenable. Et ce que j'ai trouvé m'a surprise parce que c'était précis et clair, et cette précision m'a dit que ce n'était pas nouveau, que c'était là depuis longtemps, attendant d'être écouté. J'avais toujours voulu écrire. Pas publier, pas être lu par des milliers de personnes. Juste écrire. Des histoires, des souvenirs, des observations sur les gens et sur la vie, dans ce même esprit que j'avais mis pendant 33 ans à enseigner la littérature à des enfants de collège, cet amour des mots qui disent les choses avec précision, qui attrapent quelque chose de vrai sur l'expérience humaine et qui le rendent visible à quelqu'un d'autre. J'avais toujours voulu faire ça et je ne l'avais jamais fait parce qu'il y avait toujours quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une raison raisonnable de remettre. Julien m'a écouté dire ça, et il a hoché la tête avec une expression que je connaissais depuis qu'il était petit, cette façon de recevoir une information comme si elle confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Et il a dit, très simplement, alors fais-le. Comme si c'était la suite logique et évidente de ce que je venais de dire. Et j'ai pensé à ces 4 mots de juillet 2002. Tu t'oublies trop. Ils sont remontés avec une clarté que le temps n'avait pas du tout atténuée, et j'ai compris ce soir-là dans ce jardin ce que j'aurais dû comprendre 22 ans plus tôt. Il n'avait pas dit que je n'aimais pas assez les autres, il n'avait pas dit que je me sacrifiais de façon visible et dramatique. Il avait dit quelque chose de bien plus précis, que je m'oubliais. Que dans la façon dont je vivais ma vie, il y avait un manque, un espace vide là où j'aurais dû être présente à moi-même, et que ce manque il l'avait vu à 12 ans avec une clarté que j'avais mis 22 ans à atteindre. J'ai commencé à écrire le mois suivant. Pas avec un plan, pas avec une ambition de forme ou de longueur. Juste en commençant par ce que j'avais à dire et en laissant venir ce qui venait. Les premiers textes étaient maladroits et trop prudents,
comme quelqu'un qui marche après une longue immobilité et qui ne fait pas encore confiance à ses propres jambes. Et puis quelque chose s'est dénoué progressivement, la prudence a cédé du terrain, et les mots ont commencé à venir d'un endroit plus profond et plus vrai. J'écris depuis maintenant 9 ans. J'ai rempli 17 cahiers. Certains textes sont des souvenirs de ma vie avec Gérard, d'autres sont des portraits de gens que j'ai connus et qui méritaient d'être décrits avec attention, d'autres encore sont des réflexions sur des choses que j'observe dans ma vie quotidienne à 84 ans et qui me semblent valoir la peine d'être dites. Je ne les publie pas au sens commercial du terme. Mais j'en ai partagé quelques-uns avec Julien, avec Véronique, avec quelques amis proches, et ce partage-là, recevoir en retour la confirmation que ce que j'avais mis en mots avait rejoint quelque chose de vrai chez quelqu'un d'autre, m'a donné quelque chose que je ne saurais pas mesurer. Julien est venu me voir l'été dernier avec sa femme et son fils de 8 ans. Nous étions dans ce même jardin, et je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler de quelque chose que je n'avais jamais mentionné. Je lui ai raconté ce soir de juillet 2002 la phrase, ma réaction de l'époque et les 22 ans qu'il m'avait fallu pour comprendre ce qu'il avait voulu dire. Il m'a regardé avec une expression qui mélangeait la surprise et une reconnaissance lente, et il m'a dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir dit ça. Pas du tout. Cette phrase qui avait travaillé dans ma mémoire pendant plus de 2 décennies, il l'avait complètement oubliée. Nous avons beaucoup ri de ça, tous les deux, dans le jardin. Et puis il a dit, en redevenant sérieux, que même s'il ne s'en souvenait pas, il ne doutait pas que c'était vrai, parce que c'était le genre de choses qu'il pensait encore aujourd'hui, que les gens s'oublient trop, et que les femmes de ma génération s'oubliaient peut-être plus que les autres, et que si cette phrase avait fini par faire son travail à retardement, il en était heureux. Ce que je veux vous laisser ce soir, c'est ceci. Les vérités importantes que les autres voient en nous n'ont pas toujours besoin d'être entendues au moment où elles sont dites. Parfois elles attendent, patiemment, dans un recoin de la mémoire, le moment où on est enfin prêt à les recevoir. Et parfois ce moment met 22 ans à venir. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il vient. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie, un enfant, un petit enfant, un ami, qui vous a dit quelque chose que vous avez rangé sans vraiment y penser, peut-être que ce soir c'est le moment de rouvrir ce tiroir et d'écouter vraiment ce qui s'y trouve. Je m'appelle Françoise, j'ai 84 ans, et un garçon de 12 ans m'a dit la chose la plus juste que quelqu'un ait jamais dite sur moi, sans le savoir, un soir de juillet dans le fauteuil du salon, les yeux sur son cahier de dessin. Si cette histoire vous a touché quelque chose, un pouce en l'air m'aide vraiment à la faire voyager vers d'autres personnes qui ont peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, restez, parce qu'il y a d'autres récits à venir et je préfère les partager avec quelqu'un qui a choisi d'être là. Il y a aussi une autre vidéo ici que je vous recommande. Elle parle d'un homme de 78 ans qui a failli gâcher toutes ses années de retraite sans s'en rendre compte, une histoire sur la façon dont on peut passer à côté de sa propre vie sans signal d'alarme clair, et qui rejoint à sa façon ce que j'ai essayé de vous dire ce soir sur l'importance de se voir vraiment. Prenez soin de vous. Et écoutez ce que les gens que vous aimez vous disent, même quand vous n'êtes pas encore prêt à l'entendre. Françoise.